Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on mate Piège dans l'espace avec Jean Fabio, un film avec des gens dans l'espace qui tombent dans un piège. Accrochez-vous, c'est du lourd. Moi, c'est Jean-Marc Antoine, chargé de sécurité pendant les voyages spatiaux. Le premier qui aborde mon vaisseau, il repart avec mon poing dans la gueule. Ah ça, j'en ai pété des nez. Mais des fois, j'avoue, l'énergie, elle suit plus. Bah quoi, ça arrive à tout le monde un petit coup de mou. Mais heureusement, dans ces cas-là, je peux compter sur Oli Energy. Oli, c'est comme ces sodas que t'aimes tant, mais en mieux, parce que c'est pas bourré de sucre ni d'arômes artificiels. Au programme, 4 variantes principales, les iced tea sans sucre, les boissons énergisantes avec de la caféine cristallisée pour éviter les crashs, la gamme hydration pour rester hydraté en toutes circonstances, et les milkshakes pour se faire plaisir. Ma préférée, la gamme énergie. Grâce à elle, je peux péter des mâchoires sans me fatiguer, ça, c'est inestimable. Sinon, sans rire, pour garder la forme au quotidien entre le sport, le boulot et les sorties entre amis, y a rien de mieux que la gamme énergie. Et en plus, c'est ultra bon, niveau goût à l'embarras du choix d'ailleurs. Perso, mon petit coup de cœur du moment, c'est le goût koala au cola. Koala, ça fait la petite blague. Ouais, parce que chez Oli, c'est des sacrés rigolards en plus. Mais si tu découvres et que tu sais pas par quoi commencer, alors le pack découverte est fait pour toi, bonhomme. Ou le Starter Pack Deluxe, comme on dit chez Oli. Dedans, t'as tout ce qu'il faut pour découvrir Oli dans les meilleures conditions, avec les 4 gammes et les principales saveurs. Et la cerise sur le McDo, un petit shaker en prime, ça fait plaisir. En plus, en ce moment, on a une offre spéciale rien que pour toi. Scanne mon QR code, clique sur le lien en description ou utilise le code Cassard. Grâce à lui, t'auras 10% de remise sur ta commande. Alors profites-en bien, moi ça va bien requinquer en tout cas. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec Jean Fabio. On va s'occuper de refaire quelques cavités nasales. A bientôt et régale-toi bien avec Oli. Piège dans l'espace donc, ou Velocity Trap comme on dit aux States, est un film réalisé par Philippe J. Ross. Un nom qui vous dit peut-être quelque chose car le Ross commence à être un habitué de l'émission puisqu'on lui doit rien de moins que les 2 volets d'Interceptor Force, que les plus cultivés d'entre vous connaissent sous le titre Les Chroniques de Jean Fabio. Et ce qu'il y a de magnifique avec Piège dans l'espace, c'est qu'il marque la première collab entre le réalisateur et le français Olivier Gruner, célèbre interprète du légendaire Jean Fafa. C'est donc un film important qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma. Et ça me fait hyper plaisir qu'on le mate ensemble. C'est parti. Et ça démarre très fort avec une bataille spatiale. Non mais vous emballez pas, c'est juste une pub en fait. Une pub pour le Zircon Dominator 3600B, une sorte de gros canon conçu par des gens qui avaient très certainement des complexes. Mitrailleuse à tourelle, lance-missile nucléaire autopropulsé, Zircon apporte enfin la paix dans un univers anarchique et sans loi. Oui, parce que pour avoir la paix, rien de tel qu'une frappe nucléaire, comme disait Gandhi. À la suite de quoi, le film démarre toujours pas, non. C'est autour d'une pub pour la Discovery Bank qui nous apprend que les transports de fonds dans l'espace sont prêts à faire face aux criminels. Sans doute que le Zircon Dominator 3600B n'y est pas étranger. Enfin bref, une fois les pubs finies, c'est comme au ciné, le film démarre, avec un générique bien long. Astéroïde A7963-916B2, situation système de Vos 3, dimension... Oh non, me dites pas qu'on va se retaper la voix off hyper lourde d'Interceptor Force. Vaisseau Endeavour, transporteur commercial, plan de vol non précisé, propriété de NMR Mining Consortium, bon, on dirait bien que oui. Le vaisseau Endeavour, il est en plein milieu d'une opération dont l'aspect purement légal est probablement très limité. Caroline et Johnny viennent en effet de déposer une torpille à l'intérieur d'un astéroïde avant de déclencher un compte à rebours de 8 minutes. Ils doivent donc désormais regagner leur vaisseau avant la fin du temps imparti, sans quoi ils mourront dans le vide intersidéral de l'espace infini. Le truc, c'est que Caroline, c'est une petite sadique qui a décidé qu'elle allait faire peur à Johnny en retardant leur retour au vaisseau. Tu as déjà eu la trouille. Sacré Caro, toujours à faire des petites blagues. Elle a toujours aimé se faire peur. Mais la petite blague de Caro pourrait bien avoir des conséquences dramatiques, puisque le gif finit par exploser alors que nos 2 compères ne sont toujours pas en lieu sûr. Oh là là, ils ont pas mis beaucoup d'argent là-dedans. Enfin, toujours est-il qu'après toutes ces sensations fortes, ils finissent par arriver à destination où Caro ne peut pas s'empêcher de faire une dernière petite blagounet à Johnny. Si tu fais dans ta combinaison, préviens-moi que j'entre jamais dedans. Non mais celle-là alors, quel bout en train. Après quoi, elle retrouve son copain, le chef du groupe, Christopher, et ils se font un gros câlin. Ah non. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'erreur. Alors ça se voit pas comme ça, mais Christopher, il est pas content. Et il est pas content parce que Caro, elle a failli mettre à mal toute leur opération avec ces conneries. Oh bah si on peut même plus rigoler maintenant. S'ils étaient morts, Christopher aurait perdu 2 membres indispensables de son équipe. Et ça, ce n'est pas envisageable. Raison pour laquelle il décide de menacer Johnny, qu'il tient également pour responsable. Christopher, tu te rends compte que t'es un peu paradoxal, mon gars? Tu ne tireras pas. Tu as besoin de moi. Tu as raison. Mais attention. Cette crédibilité de fou furieux. Après ce face-à-face d'une intensité à faire pâlir un albinos, le petit groupe reprend la route après avoir accompli une partie de sa mission, mettre en mouvement le fameux astéroïde pour une raison inconnue. Le suspense est à son comble. À quelques années-lumière de distance, sur la lune Bon bref, sur la lune là, nous retrouvons enfin notre héros, le légendaire Jean Fabio, qui se réveille en compagnie d'Anna. Eh bah, il a l'air heureux d'être là. Faut que j'aille au boulot. Oh non. Jean Fabio, c'est un officier, et aujourd'hui il doit aller bosser au Palais des Fêtes à la réception organisée pour le nouveau ministre de l'Intérieur. Tu as l'air vraiment heureux pour lui. C'est ce qu'il t'a dit? Qui? Tu le sais très bien. Moi je sais pas du tout de qui on parle par contre. Tu devrais être prudente, tu sais. Il a très gros à perdre avec la nomination de Nelson. Mais qui? Je ne lui appartiens pas, je suis sous contrat. Tu n'as qu'à le rompre, ce contrat. Je ne peux pas, et tu le sais très bien d'ailleurs. Mais je vivais avec toi.
Nous avions un enfant, tous les deux, mais j'ai été transféré et tu n'as pas pu m'attendre. Ray, arrête de dire ça et écoute-moi. À cette époque-là, il s'est passé quelque chose. La maladie d'Elisha était très grave et j'étais toute seule. Il lui fallait un spécialiste et toi, tu étais sur Thalys à 8 mois de chez nous. Ah non, mais c'est plus piège dans l'espace, là, c'est les feux de l'espace. Ou Amour, Gloire et Zircon Dominator 3600B. C'était ma fille aussi. En la perdant, je t'ai perdu toi aussi. Non, Ray, tu ne m'as pas perdu. Ne dis pas des choses pareilles, Ray. Jean-Fabio. Je veux qu'on vive ensemble. Moi aussi. Mais on doit respecter la loi. Mais qu'est-ce qu'on devient, nous? Dana nous apprend alors que son contrat de mariage prendra fin dans 2 ans. Après quoi, elle sera libre comme l'air et les 2 tourtereaux pourront enfin gazouiller en toute légalité. 2 ans à attendre. Attends-moi, je t'en supplie. Ainsi, après un échange de regards absolument déchirant, Jean-Fafa part au boulot et Dana, elle allume la télé parce qu'elle a rien d'autre à foutre apparemment. Et c'est alors qu'on apprend que Jean-Fabio est un petit peu dans le collimateur de la compagnie minière qui contrôle la lune Ramagnagna. La raison, il aurait accusé les fonctionnaires de corruption. Les petits filous auraient en effet fourni des armes tactiques à la compagnie. Dans le seul et unique but d'aider et soutenir moyennant finance les recherches de la compagnie minière. Ouais, Jean-Fabio, c'est un petit peu l'ennemi du système. Une situation qui aurait mené à l'éviction de l'ancien ministre de l'Intérieur. Du coup, Nelson, le petit nouveau, celui qui organise la petite sauterie, va mener sa petite enquête. Je sens que vous essayez de raconter une histoire, hein, mais c'est laborieux, non? Ah ouais, ça a changé Blade Runner. Avant d'aller au boulot, Jean-Fabio s'arrête à l'épicerie locale pour s'acheter son goûter. Une pomme verte, c'est combien? Mais c'est alors que 4 hommes s'attaquent à lui. Ils vont lui voler sa pomme, les fumiers. Il semble que Jean-Fafa soit tombé dans un piège. Mais nous, on sait très bien qu'en réalité, les 4 hommes se sont eux-mêmes piégés en s'en prenant à Jean-Fafa. Jean-Fabio s'applique alors à leur rappeler qu'ici c'est lui le plus fort et se défait donc de ses opposants sans aucun mal. Il va pouvoir apprécier une pomme bien méritée. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'en sont pris à la mauvaise personne, voilà ce qui s'est passé. Changer de plan, il arrive. On dirait bien que Jean-Fafa est la cible d'un odieux complot commandité par un certain Dawson. Et lorsqu'il arrive sur place, il est accueilli par Jojo et Dédé, qui lui expliquent qu'ils sont là pour assurer la sécurité du fameux Nelson, étant donné que son arrivée n'est pas vue d'un très bon œil par certains officiers de la compagnie. Je suis également officier et ça ne me cause aucun problème. Ça peut venir un jour. Et quand l'officier Bébert débarque, Jojo et Dédé lui intiment l'ordre de surveiller Jean-Fabio et surtout de l'empêcher d'approcher Nelson. Bien, monsieur. Je suis sûr qu'il fera l'affaire. Après quoi, Jojo et Dédé partent superviser tout ça depuis leur salle de contrôle, et c'est alors que tout se met en branle. Le plan, donner à Jean-Fafa et Bébert des informations contradictoires et les empêcher de voir ce qui est réellement en train de se tramer dans la salle. Mais je vois une femme qui va vers Nelson. Je te dis de conserver ta position. Et pour le bouquet final, il les monte l'un contre l'autre et leur demande de se tirer dessus mutuellement. Le tout pendant qu'une femme active un explosif avec son appareil photo pour tuer Nelson. Dans le chaos général, Jean-Fafa repère la coupable et s'apprête à lui tirer dessus, mais Bébert, qui a toujours rien capté à la situation, met en joue Jean-Fabio, s'interposant sans le savoir entre lui et la meurtrieuse. Et la balle arrive par le côté alors que la meuf est derrière lui. Normal. Toujours est-il que leur plan diabolique a fonctionné. Nelson est mort et le meurtre de Bébert va être mis sur le dos de Jean-Fafa. Tu es mal barré. Vraiment mal, Ray. Je n'ai pas tué ce gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois qu'on veut te faire porter le chapeau? Bien sûr, on veut que je sois le bouc émissaire. Non mais la puissance intellectuelle, ça c'est au moins bac+2 les enfants. Le mec là, avec une tête de fouine et un air antipathique, c'est Dawson, le commanditaire du complot, qui est aussi le PDG de la compagnie minière, mais pas que. Tu crois que je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Dana? C'est aussi le nouveau mari de Dana. Enfin plutôt son propriétaire, vu la façon dont il en parle. Moi j'ai payé pour quelque chose. Et ce que je souhaite c'est que cette chose m'appartienne, figure-toi. Bref, toujours est-il qu'il a l'air d'avoir une énorme dent contre Jean-Fabio. Mais genre une méga grosse molaire, tu vois. Je n'ai pas tué ce garçon, et vous le savez très bien. En fait, la balistique voit les choses autrement. Ouais, enfin la balistique, si elle fait vraiment bien son travail, elle va vite capter que vu le degré d'inclinaison de la balle, le coupable, c'est le caméraman. Et si Dawson pourrait très bien envoyer Jean-Fafa en prison pour le restant de ses jours ou carrément le faire buter, on n'est plus à ça près, il décide de ne faire aucun des deux. Parce qu'il a une meilleure idée. Quoi? Sois relax. L'idée, envoyer Jean-Fabio sur Terre, loin de Dana qui restera évidemment sur Ramagnagna. À moins, bien entendu, que tu aies 150 000 $ pour racheter son contrat. Et ça, je te jure que j'en doute. C'est ensuite le moment de se dire au revoir pour Jean-Fafa et Dana qui ont décidé de persister dans la veine soap à la con des 90s. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Je ne t'oublierai jamais, Dana. Et c'est alors que Dawson débarque pour mettre fin à ce pathétique moment. Ne t'en fais pas surtout, je prendrai bien soin d'elle pendant ton absence. Suite à cet ultime face-à-face avec son ennemi, Jean-Fa embarque dans le vaisseau et fait connaissance avec De la Cruz. Tout le monde m'appelle Cruz. Restox. Tout le monde l'appelle Jean-Fabio. Sur le vaisseau, Jean-Fabio fera office de chef de la sécurité, ce qui consistera à rester réveillé pendant le trajet de 6 mois jusqu'à la Terre, contrairement au reste de l'équipage qui sera en sommeil cryogénique. Tu vas t'éclater, Jean-Fafa. Et tombe ensuite sur Eugène le capitaine, qui, contrairement à Cruz, est pas du genre hyper amical. Pouvez-vous me donner votre arme, je vous prie? Notre vaisseau est équipé de 3 puissants canons à tourelles qui ne permettent à quiconque de s'approcher à moins d'1 kilomètre de nous sans avoir le code. Le Zircon Dominator 3600B, c'est sûr. Alors donnez-moi cette arme.
Bref, Jean-Fa finit par donner son flingue à Eugène le capitaine, qui lui ordonne ensuite d'aller au laboratoire médical. Pourquoi faire? Pour qu'on lui applique un bon désinfectant, car ce gars a les mains pleines de sang. Le capitaine n'est qu'un sale connard. Bah merci Cruz, on s'en serait pas rendu compte sans toi. Il se rend ensuite dans la salle de navigation où il fait la connaissance de Clarisse la navigatrice. Mais comme elle est hyper occupée, elle a pas franchement le temps de faire connaissance. Ni d'être agréable d'ailleurs. Écoutez, je suis très occupée, j'essaye de ne pas diriger ce vaisseau spatial tout droit vers le soleil. Il retrouve ensuite Cruz, qui sera apparemment son seul copain à bord vu que tous les autres ont décidé de se comporter comme des têtes de cons. Et ce dernier lui montre alors la cargaison qu'ils sont censés transporter. 40 milliards de jolis et honnêtes dollars. À moins, bien entendu, que tu aies 150 000 $ pour racheter son contrat. Et ça, je te jure que j'en doute. Eh Stokes, tu te sens bien? Ouais, très bien. Ceci pourrait faire de n'importe qui un hors-la-loi, tu ne crois pas? Non, pas du tout, pourquoi tu dis ça, Cruz? C'est ensuite le grand moment du décollage spectaculaire. Enfin, du décollage. Et Eugène le capitaine exige que Clarisse la navigatrice fasse des vérifications de dernière minute pour éviter qu'ils se prennent des astéroïdes dans la tronche pendant le voyage. Bien, monsieur. Mais du coup, Jean-Fa, il comprend pas trop. Hey, Cruz, qu'est-ce qui se passe ici? Velocity full track à Fener. Hey, Cruz, qu'est-ce que tu veux dire? Cruz lui explique alors que Velocity, c'est une sorte de triangle des Bermudes de l'espace, un gigantesque astéroïde qui a dernièrement détruit un vaisseau qui passait par là. De son côté, Clarisse rassure tout le monde en déclarant que leur parcours est sans danger d'après la dernière mise à jour effectuée 6 mois plus tôt. Sauf que 6 mois plus tôt, l'astéroïde Velocity était toujours à sa place. Mais ça, ils le savent pas. Ils passent ensuite en vitesse lumière. Ah ouais, je reconnais, c'est le vrai con Millennium. Et tout le monde part se pioter. Enfin, sauf Jean-Fa, évidemment. Et soudain, Clarisse, elle se sent plus. Toi et moi, on pourrait peut-être s'amuser un peu avant que je dorme. Bien évidemment, le cœur de Jean-Fa est déjà pris et il ne cédera donc point aux avances de cette tentatrice de piètre vertu. Je voulais juste rigoler. T'aimes bien rigoler? Ah, parce qu'on a de l'humour maintenant. Enfin bref, maintenant que tout le monde est endormi, Jean-Fa va pouvoir patienter pendant 6 mois. Ah, fais pas cette tête, Jean-Fa, je suis sûr qu'il va se passer des trucs et que tu vas pouvoir casser des gueules. 3 mois de solitude plus tard, nous retrouvons un Jean Fabio en plein pétage de câble. Ah, oui, quand même. Et puis pourquoi une grenouillère? Ça fait gros stalker ça, Jean-Fa, arrête immédiatement. En plus, t'as promis à Dana de pas l'oublier, gros dégueulasse. Attention, état d'alerte immédiat. Ah, alerte au gros pervers. Alors que tout semblait se passer pour le mieux, voilà que l'ordinateur de bord annonce une collision avec un astéroïde dans exactement 2 heures. Merde. Bien résumé. Attention, impact dans 7 minutes. Hey, tu viens d'annoncer 2 heures avant l'impact. Ouais, t'es complètement bourré, ordinateur de bord. Du coup, Jean-Fa tente bien de changer la trajectoire du vaisseau, mais l'ordinateur de bord refuse car il est pas habilité à le faire. Il s'en va donc réveiller Clarisse, mais il est trop tard. Il ne reste finalement plus que 10 secondes avant l'impact. Impact. Sauf que non en fait. Le seul impact qui se produit, il est causé par un autre vaisseau venu s'amarrer à eux. Du coup, Jean-Fa se présente pour dire bonjour et... Mais il faudra plus qu'une explosion et un sas dépressurisé pour venir à bout du plus grand de tous les héros, qui parvient à retourner en lieu sûr et à récupérer son flingue dans les affaires d'Eugène le capitaine. Merci, Fener. Et pendant ce temps, Caro et Johnny investissent le vaisseau. On est à l'intérieur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui va être un grand jour. Le plan de la petite équipe de malfrats, c'est donc de voler les 40 milliards de dollars avant que l'équipe n'ait le temps de se réveiller pour contourner l'astéroïde. Le vaisseau serait donc détruit, ne laissant aucune trace de leur passage. Mais ça, c'était sans compter sur Jean-Fa. Notre héros se charge donc de réveiller Clarisse pour espérer trouver une solution à cet immense bordel. Et pendant qu'ils partent dans la salle de navigation, Caro et Johnny atteignent le dortoir, où ils constatent qu'une capsule est vide. Tous endormis, hein? Cette chambre d'hibernation est vide aussi. Ça veut dire que Cruz ou Eugène le capitaine est réveillé. Et ça veut dire que Cruz ou Eugène le capitaine est décédé. Dans la salle de navigation, Clarisse constate qu'effectivement, un astéroïde est bien en train de leur arriver sur la gueule. Et c'est alors que les méchants tentent un truc. Nous avons abordé votre transporteur quand nous nous sommes aperçus que vous étiez sur le point de vous fracasser contre un astéroïde. Nous sommes prêts à vous aider. Il y a 10 minutes, ils ont essayé de me tuer. En plus de ça, leur histoire elle tourne pas rond parce que leur vaisseau, le Endeavour, il est porté disparu depuis 1 an. Mais là où ça paraît bizarre, c'est que pour aborder le vaisseau de nos héros en toute sécurité, ils avaient besoin d'un code. Sans quoi, ils auraient été ciblés par le Zircon Dominator 3600B. Mais c'est un mystère qui sera éclairci plus tard. Pour l'heure, Jean-Fa et Clarisse partent faire un petit tour à l'armurerie pendant que les méchants s'intéressent à leur butin. Pour y accéder, il suffira simplement de faire sauter la porte. Mais ça pose problème à Christopher, parce que si la porte saute, la boîte noire du vaisseau va l'enregistrer. Et ça, c'est pas envisageable. Christopher, lui, il veut que ce soit le crime parfait. Quelques instants plus tard, ils finissent par tomber sur Clarisse dans les couloirs. Et ça part en face à face intense. Déposez vos armes. C'est curieux, mais j'ai l'impression que vous êtes en sous-nombre, alors... Pourquoi ne pas déposer les vôtres? Vous êtes à 3 contre un Jean Fabio, vous avez strictement aucune chance les gars. Mais Jean-Fa décide de ne pas griller sa couverture d'être humain lambda et choisit donc de fuir en évitant les balles et les roquettes.
C'est pas très malin de tirer une roquette dans les coursives d'un vaisseau spatial, Johnny, hein. T'as de la chance que vous soyez dans des décors en carton-pâte, parce que sinon il aurait pu vous arriver des bricoles. Voilà un grain de sable. Ça alors, c'est la poisse. Jean-Fa et Clarisse n'ont alors plus qu'une chance d'éviter l'astéroïde, rejoindre la salle de contrôle secondaire, d'où ils pourront dérouter le vaisseau. Le problème étant que Patrick le geek veille au grain. Je déconnecte tous les systèmes de contrôle de vol. Et il détecte bien vite où se trouvent Jean-Fa et Clarisse. Résultat, Johnny est envoyé sur place pour faire son boulot. Mais Jean-Fabio, il préfère utiliser ses poings plutôt qu'un vulgaire flingue. Il se lance donc dans un combat à main nue. Il fait semblant d'avoir mal. Est-ce que ça va, Stax? Ouais, c'est le pied. Clarisse décide alors d'intervenir. Mais le fait est qu'elle était plus efficace quand elle faisait rien. Et alors que Jean-Fabio continue d'essayer de se battre, parce qu'apparemment même lui il lui arrive de pas être au top, Clarisse décide d'activer l'ouverture d'un sas donnant sur l'extérieur. Ah bah tu vois quand tu veux. Caro et Christopher apprennent ensuite la terrible nouvelle. C'est pas vrai, mais quel fils de pute! Ça ne sert plus à rien de te mettre en colère. Qu'est-ce que tu dirais si on s'amusait un peu? Ah ouais, complètement sociopathe le Christopher. Et de son côté, Patrick le geek est parvenu à hacker le code d'ouverture de la chambre forte, permettant à Caro et Chris d'y pénétrer. Et c'est alors que Jean-Fa et Clarisse débarquent pour tenter de reprendre le contrôle du vaisseau et éviter ce fucking astéroïde. Sauf que c'est un peu tard. Nous n'avons plus assez de temps. Du coup, étant donné qu'ils n'ont plus aucune chance de s'en sortir en restant dans ce vaisseau, il vient une idée à Jean-Fa. Un marché, ça t'intéresse? Un marché dont voilà les termes. Si les méchants acceptent de dérouter son vaisseau avec leur propulseur pour lui éviter d'entrer en collision avec l'astéroïde, il les laissera se barrer avec le fric. Ce à quoi Christopher répond: Je ne crois pas que son arme soit chargée. D'où est-ce qu'il sort cette information? On sait pas trop, mais toujours est-il que... Je crois qu'on peut réussir sans feu, monsieur Six. Ah ok, donc le mec maintenant il en a plus rien à foutre, il est prêt à perdre toute son équipe. Et là, Cruz débarque. C'est donc lui qui était parvenu à quitter sa capsule à temps. J'ai drôlement respiré en apprenant que ce n'étaient pas des extraterrestres. T'inquiète pas, Ava, tu parles à un membre éminent de la force d'interception. Du coup, Jean-Fa et Cruz partent à l'attaque des méchants dans la chambre forte, mais n'y trouvent personne. Et c'est alors qu'une terrible vérité éclate. Surprise, surprise, hein, Stokes? Le copain Cruz est en fait un traître, et c'est lui qui a filé le fameux code du vaisseau aux méchants. Par contre, c'est un peu débile votre histoire, parce que si vous saviez que Cruz était de votre côté, pourquoi vous étiez surpris de voir qu'un des caissons de sommeil était ouvert? S'ensuit alors une fusillade à base de flingues qui font piou-piou et de cascades qui voudraient bien être un peu stylées, mais en fait pas du tout. Wow, roulade! Et Jean-Fa finit par s'échapper par un conduit d'évacuation. Et à l'arrivée, il se trouve face à une nouvelle menace qu'il avait pas vu venir. Oh, un transmorpheur! C'est quoi ça? C'est un adversaire à ta mesure, mon gars. Mais Jean-Fa contre les transmorphers, ce sera pour une autre fois. Ouais, parce que j'ai vu le comptable et ça va pas être possible, hein. Du coup, il se barre immédiatement par un autre conduit, et cette fois, il tombe sur Clarisse, qui lui annonce pas de super nouvelles. Ils n'ont plus que 30 minutes avant de se faire exploser la tronche par l'astéroïde, et ils n'ont aucun moyen d'accéder au vaisseau des méchants par les coursives. Jean-Fa réfléchit alors très fort avec son cerveau qui est dans sa tête. Si on prenait la navette de secours. Le duo rejoint donc la navette, s'envoie en l'air, et Jean-Fa propose aux bad guys un nouveau marché. J'ai bien l'intention de m'écraser contre votre péniche si vous n'ouvrez pas immédiatement l'entrée, c'est compris? Il a failli péter notre fenêtre. Bah quoi, t'as cru que Jean-Fa était là pour rigoler peut-être? Christopher envoie donc Caroline se débarrasser de la navette de secours, et c'est donc parti pour une bataille spatiale qui, d'après mes sources, aurait constitué la principale source d'inspiration de Lucas sur la prélogie Star Wars. Non, je déconne. Et alors qu'on pensait que les choses ne pouvaient pas plus mal tourner, voilà que débarque le Zircon Dominator 3600B. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que le canon fait pas la diff entre la navette des gentils et celle de Caro. Du coup, elle se fait tirer dessus, elle part le contrôle, et elle part se scratcher la gueule sur Cruz qui était en pleine réparation d'un portique défectueux. Après quoi, nos deux héros abordent enfin le vaisseau des méchants et rejoignent la salle de navigation où Christopher les attendait. Maintenant que vous avez tué ma femme, est-ce que je dois vous en être reconnaissant ou vous tuer? De toute façon, j'en ai ras-le-bol de vous. Dis-moi alors, ne te gêne pas. J'avoue que tu es un gars plutôt courageux. Des dialogues à rendre jaloux Tarantino. Bon, maintenant peut-être que vous allez arrêter de tester vos couilles et regarder plutôt ce qui nous arrive dehors. Mais n'empêche que Clarisse dit vrai. Ils décident donc de faire une trêve et de joindre leurs forces pour se séparer du vaisseau et quitter les lieux avant d'être percutés par l'astéroïde. Et ils y parviennent. Qu'est-ce que t'en dis, 40 milliards de dollars? On partage? Et bah non, Clarisse la navigatrice elle partage pas. Ce qui n'est pas spécialement rassurant pour Jean-Fabio, qui commence à se méfier. Il est du genre perspicace le bougre. Du coup, quand il est l'heure d'aller se coucher, il détruit tous les caissons cryogéniques sauf un. Faites beau rêve, Beth. Je n'en suis pas si sûre, Stokes. Non mais me dites pas que ça se finit comme ça. Et comme c'est tout pété comme fin mais qu'ils avaient plus de budget pour faire quelque chose de correct, le reste est raconté au JT. Et c'est là qu'on apprend qu'un certain investisseur anonyme aurait pris possession de Ramaniania et de la compagnie minière, viré Dawson, et sans doute récupéré sa femme Dana. Mais qui peut bien être cet anonyme? On apprend ensuite que le vaisseau des gentils est toujours introuvable, tu m'étonnes, mais que l'épave du Endeavour a été retrouvée vide. Comment est-il arrivé là? Et ce qui a pu se passer restera pour tout le monde un mystère.
Ok, waouh, c'était très naze. C'est dommage parce que dans l'idée, une sorte de piège de cristal dans l'espace, ça aurait pu être rigolo. Mais là, entre le manque de budget et le manque général de talent en coulisses, parce que c'est vraiment écrit avec le cul, bah c'est juste mou et franchement sans intérêt. Le film dure 1h25 générique compris et il démarre au bout de 45 longues minutes. Autant vous dire qu'en termes de rythme, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus haletant. Bref, piège dans l'espace, c'est tout naze et ça vaut pas un bon vieil Interceptor Force. Au moins, on avait un Jean Fabio au sommet de sa forme. Parce que là, il fait pas n'avoir le pauvre. Et si on peut même plus compter sur Jean Fabio, c'est que les choses vont vraiment mal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!